Bienvenue à la leçon numéro 24 du cours Architecture des ordinateurs qui s'intitule Architecture actuelle et qui sera découpée en deux parties. Donc, dans cette leçon, nous allons voir la première partie et dans la leçon 25, nous verrons la deuxième partie. Vu que il y a quand même pas mal d'architecture à étudier, on ne peut pas les voir en une seule leçon. Donc, dans cette leçon, nous verrons les composants d'un ordinateur. Disons des ordinateurs actuels, bien sûr. Dans la deuxième partie, nous verrons le processeur RISC, ça veut dire Reduced Instruction Set Computer. Dans la troisième partie, nous verrons la tendance générale des concepteurs des machines. Et dans la troisième partie, plutôt dans la quatrième partie, nous verrons le mécanisme du pipeline. Bon, bien sûr, actuellement, les concepteurs de machines n'arrêtent pas de faire des efforts pour améliorer les architectures des processeurs surtout. Donc, ils n'arrêtent pas, bien sûr, de nous fournir des processeurs de plus en plus rapides, de plus en plus performants et de plus en plus puissants, tout en gardant, bien sûr, des prix raisonnables. Donc, dans cette première partie, nous verrons les composants d'un ordinateur, un ordinateur actuel. Comment est composé, bien sûr, au niveau de l'unité centrale pour pouvoir fonctionner et fournir, bien sûr, les résultats escomptés aux utilisateurs. Donc, un ordinateur actuel, bien sûr, dispose d'unités d'exécution entière, pipeline, d'une unité d'exécution flottante aussi. L'unité entière permet l'exécution des instructions qui travaille sur des chiffres entiers, et l'unité d'exécution flottante permet de travailler en virgule avec des chiffres, avec des virgules et des chiffres après la virgule. Donc tout ce qui est chiffres flottants, partie entière, partie réelle. Et bien sûr une unité de pré-extraction des instructions. Donc le pipeline permet d'exécuter en parallèle plusieurs instructions, et l'unité d'extraction des instructions permet de retirer les instructions de la mémoire alors que le processeur est en train d'exécuter d'autres instructions. Donc le mécanisme d'extraction des instructions de la mémoire centrale ou même du cache-mémoire se fait en parallèle avec le fonctionnement du processeur pour exécuter d'autres instructions. Aussi, les ordinateurs actuels disposent d'une unité de décodage, bien sûr dans la partie traitement, dans la partie contrôle, et d'une hiérarchie de mémoire. Donc la hiérarchie mémoire est composée, bien sûr, peut être composée de plusieurs unités. Donc on a une unité qui peut traiter les caches instructions, une unité qui peut traiter les caches de données, une unité qui traite cache, disons ces unités cache données et cache instructions, ils peuvent être internes, comme on peut avoir une partie interne et une partie externe. Il a bien sûr aussi une mémoire centrale pour pouvoir loger les programmes au moment où on les lance, on lance leur exécution. Et il a bien sûr un disque dur. Donc les programmes qui sont dans le disque sont chargés d'abord dans la mémoire centrale. Et à partir de la mémoire centrale, on les récupère dans les caches pour les exécuter. Disons, le programme est réparti en une partie qui est instruction dans le cache instruction et une partie qui est les données qui vont vers le cache de données. Bien sûr, aussi, les ordinateurs actuels disposent d'une unité de gestion mémoire et ils disposent aussi d'une partie contrôle. Donc la partie de gestion mémoire, c'est elle, bien sûr, qui nous permet de pouvoir fonctionner en mode virtuel. S'il n'y a pas la gestion en mémoire, il ne peut pas y avoir de la mémoire virtuelle, il ne peut pas y avoir du multiprogrammation et il ne peut pas y avoir de multi-tâches, multi-programmes, plutôt multi-utilisateurs sur un ordinateur donné. Dans la partie contrôle aussi, on avait vu dans les leçons 22 et 23 comment l'importance de cette
parties pour un processeur. Bien sûr, aussi, un ordinateur dispose de contrôleurs d'entrée-sortie pour des disques, pour des sorties graphiques, pour le réseau, pour brancher, bien sûr, des unités autres comme un modem par exemple, comme une unité pour lire des médias ou du son ou de l'image. Donc l'ensemble des périphériques qui sont branchés sur le processeur doivent disposer d'une interface ou d'un contrôleur qui permettra à cette périphérie de dialoguer avec le processeur. Donc sans cette interface, sans ces contrôleurs, le processeur ne pourra en aucun cas communiquer avec une unité périphérique. Et bien sûr, des unités d'interface bus pour pouvoir gérer les bus internes au processeur. Bien sûr, on sait que pour gérer la mémoire centrale, ou plutôt les unités périphériques qui sont branchées en plus de la mémoire sur les bus de données et surtout sur le bus de données, le processeur a à sa disposition un arbitre de bus. La même chose pour gérer le bus interne ou le chemin de données, bien sûr, il y a un certain nombre de mécanismes de gérer l'accès à ces bus pour ne pas avoir des informations qui se mélangent dans ces bus. Donc le processeur RISC est bien sûr une amélioration de l'architecture classique qui a été étudiée jusqu'à présent. Donc l'architecture qu'on avait étudiée jusqu'à présent était une architecture CISC, alors que l'architecture RISC est une amélioration de l'architecture CISC pour augmenter les performances de ce type de processeur. Donc l'architecture RISC, Reduced Instruction Set Computer, est une architecture, bien sûr, qui vient améliorer l'architecture classique à base de processeurs CISC. CISC, ça veut dire Complex Instruction Set Computer. C'est les anciens processeurs qui sont à base de cette architecture, qui ont un jeu d'instructions complexe, donc complexe parce qu'il y a un nombre important d'instructions déjà, et il y a un nombre de variétés assez important pour chaque instruction, parce qu'il y avait les modes d'adressage, et c'est des instructions de taille variable. En fonction du mode d'adressage, on pourrait avoir de 1 à n mots pour codifier chaque instruction. Donc, les concepteurs de machines se sont rendus compte que seuls 20% des instructions sont utilisées par les programmeurs. Ils ont fait des statistiques et ils se sont rendus compte que la majorité des programmeurs, sur l'ensemble des instructions qui sont fournies pour une machine déterminée, ils n'utilisent que 20% au maximum des instructions. Là, ils se sont dit pourquoi on va se casser la tête à concevoir des machines qui ont un nombre important d'instructions, avec un nombre important de variétés en fonction du mode d'adressage, alors que les utilisateurs, qui sont les programmeurs, les informaticiens, n'utilisent qu'une petite partie de cette instruction. Donc pourquoi se casser la tête à faire des machines assez complexes, des machines assez puissantes en matière d'instruction, alors que les destinataires ne les utilisent qu'à une faible proportion. Donc ils ont pensé à une machine à base d'un jeu d'instructions assez réduit, uniquement le juste nécessaire pour les programmeurs, avec des tailles fixes et avec une maîtrise plus puissante pour le développement de ce genre de machine. Donc RISC permet de réduire le jeu d'instructions et les modes d'adressage. Donc au lieu d'avoir une infinité d'instructions, par exemple si on prend le cas du 68000, il a 56 instructions. Et lorsqu'on combine les modes d'adressage avec l'ensemble les 56 instructions avec l'ensemble des modes d'adressage fournis par Motorola, bon, on atteint les 1000 variétés, hein. On atteint les 1000 instructions pratiquement. Hein. Donc pour avoir un des séquenceurs derrière qui gère ces 1000 instructions, c'est quand même assez complexe et assez puissant. Donc bien sûr, l'architecture RISC facilite le décodage des instructions et
bien sûr aussi, il facilite l'exécution en parallèle des différentes étapes d'exécution des instructions, grâce aux techniques du pipeline. Donc le décodage sera facilité parce que on a un nombre assez réduit d'instructions et on a des tailles maîtrisables des instructions, puisque on minimise les modes d'adressage vraiment à un strict minimum. Et bien sûr, vu que on intègre toujours du pipeline dans ce genre de machine, la facilité d'exécution en parallèle d'un certain nombre d'instructions, surtout lorsqu'on met plusieurs étages dans la machine, dans l'unité de traitement, ça facilite quand même le traitement de ces instructions, puisque chaque instruction les instructions ont la même taille, ils ont le même temps d'exécution de ces instructions, et ça facilite même le calcul du temps, et ça réduit le temps d'exécution des programmes. Donc on a aussi dans cette architecture RISC un accès mémoire par instruction spécialisée, bien sûr pour permettre bien sûr un accès plus facile à la mémoire et récupérer au mieux les mots mémoire. On peut aussi avoir à faire des rajouts d'instructions, mais uniquement et seulement si, bien sûr, elle va améliorer les performances. Dans le cas où cette instruction ne va pas améliorer les performances, bien sûr, ça ne sert à rien à l'ajouter, puisque on ne doit se résigner qu'aux instructions qui sont utilisées par les utilisateurs et les instructions qui augmentent les performances du processeur. Et non pas mettre une instruction uniquement comme ça pour donner une possibilité aux utilisateurs. Donc la tendance générale actuellement tend bien sûr à améliorer bien sûr les performances des machines, réduire le nombre des instructions et bien sûr rajouter uniquement les fonctionnalités qui permettent d'améliorer les machines et d'améliorer leurs performances. Donc, bien sûr, la tendance actuelle est en général vers la simplicité d'implantation qui prédomine par rapport aux contraintes liées au langage de haut niveau. Bien sûr, la simplicité d'implantation du code, de la méthode de séquencement, parce que c'est l'unité de contrôle et l'unité de traitement à l'intérieur du processeur, c'est elle qui détermine le temps de réponse du processeur et la fréquence du processeur. Donc mieux on maîtrise cette partie, mieux on donne des processeurs, ou plutôt on construit des processeurs qui sont puissants, fiables et performants. Bien sûr, par rapport aux contraintes qui sont liées au langage de haut niveau et des langages orientés objets. Et bien sûr, la tendance aussi est à fournir plus d'efforts au niveau de la compilation. Donc au lieu de demander à la machine de fournir des efforts, plutôt au processeur, pour pouvoir, disons, fournir le maximum de possibilités, le maximum de fonctionnalités, on s'est limité uniquement aux fonctionnalités vraiment nécessaires, en mettant uniquement le minimum d'instructions, mais il va falloir bien sûr demander aux compilateurs qui permettent de compiler les langages de programmation de faire plus d'efforts. Donc c'est au niveau du software que le problème devra être solutionné. Pourquoi? Parce que bien sûr lorsqu'on compile un programme, disons lorsqu'on lance, on veut développer une application, ben, la phase de développement, bien sûr ça prend du temps, mais lorsqu'on la compile, on la compile une fois, on génère l'exécutable, après elle tourne, elle est là sur la machine. Et elle va tourner sur la machine pour le reste de sa vie, jusqu'à ce qu'on améliore cette application. Donc, cette application, lorsqu'elle est sur un ordinateur, ben, elle va tourner tout le temps. Donc, ce temps d'exploitation de cette application est très coûteux pour les entreprises qui utilisent cette application. Donc, il faut que ce temps soit le plus court possible. Alors que la compilation, on compile l'application,
uniquement au moment de la mise au point, au niveau de développement de l'application, mais une fois il est développé, elle passe à l'exploitation et c'est là où elle est le plus utilisée. Donc si on translate la difficulté vers la compilation, c'est vrai, on aura des compilateurs plus complexes, mais on gagnera énormément de temps lors de l'exploitation de ces applications. Et on a quand même soulevé, on est arrivé à surmonter une grande difficulté en déplaçant la difficulté vers le compilateur. Donc aussi la tendance tend à avoir bien sûr un matériel qui est conçu pour améliorer les performances plutôt que faciliter la programmation. Donc le fait d'avoir un matériel qui surtout nous fournit des performances assez élevées, une puissance dans le calcul et disons une rapidité de nos machines, bon bien sûr le problème ne se pose pas du moment où un software c'est souple, un software on peut l'arranger, on peut l'améliorer, mais le fait de modifier la machine, plutôt le hardware, c'est toujours très compliqué, c'est toujours assez coûteux. Donc le fait de déplacer la difficulté vers la programmation ou vers la compilation, ça a résolu quand même pas mal de problèmes, quoique la difficulté a été déplacée vers du software. Donc le software, comme son nom l'indique, c'est souple, c'est facile à gérer, c'est facile à maîtriser. Donc le matériel, bien sûr, et le logiciel sont plus liés que dans les architectures classiques, parce que dans les architectures classiques, bon, c'est vrai, on ne peut pas faire une frontière, plutôt mettre une frontière qui délimite tout ce qui est software par rapport à tout ce qui est hardware, mais il y a quand même des composants qui sont distincts. Donc on arrive quand même à distinguer les parties qui sont sur le matériel et les parties qui sont sur le logiciel. Alors que le fait de réduire, d'avoir des machines avec plutôt des composants assez réduits, la frontière devient vraiment difficile à trancher, ou plutôt à placer entre ce qui est logiciel et ce qui est matériel. On est obligé d'imbriquer des fois aussi bien du software avec du hardware pour avoir des fonctionnalités et combiner des applications. Donc les caractéristiques bien sûr des ordinateurs actuels, donc c'est la taille d'information qui est fixe, bien sûr à base de concept de risque, peu de formats d'instruction, par conséquent une recherche d'instruction et des codages uniformes. Donc du moment où la taille des instructions est fixe et on a peu de formats d'instruction, donc on réduit au minimum les modes d'adressage, donc bien sûr la recherche des instructions et le décodage de ces instructions sera énormément simplifié, du fait qu'on sait que chaque instruction, les instructions ont la même taille, et bien sûr, ils ont le même format, et pratiquement le même temps, le même nombre de cycles d'horloge pour exécuter chaque instruction. Donc vous imaginez la facilité que l'unité de contrôle aura, ou plutôt le séquencement de ces instructions, sera facilité d'une façon considérable. Donc le temps sera à peu près fixe par instruction, du moment où c'est un format unique et une taille unique. Dans ce cas, bien sûr, le temps d'exécution sera le même aussi. Donc l'unité centrale pipelining aura bien sûr travaillera avec un plus grand rendement. Disons l'idéal, c'est d'avoir un débit d'une instruction par cycle. Si on arrive à faire une machine qui, pour chaque instruction, pourra être exécutée en un cycle, ben c'est l'idéal. On aura des programmes faciles à gérer et bien sûr le temps d'exécution des programmes sera facilement calculé sans aucune difficulté. Au niveau architecture, bien sûr, elle se limite au niveau de chargement, rangement. On aura moins d'accès mémoire, bien sûr, et on aura, dans ce cas, affaire à un contrôle câblé. Pourquoi? Parce que on avait vu que le contrôle câblé est beaucoup plus rapide que le contrôle microprogrammé.
Mais l'inconvénient du contrôle câblé était le fait de refaire, ou plutôt de reprendre la logique électronique, les circuits d'entrée et de sortie pour générer les signaux de contrôle pour chaque machine lorsqu'on passe d'une machine à une autre. Mais là, puisque on aura un nombre assez réduit d'instructions, on aura un temps fixe par instruction, des formats pratiquement similaires par instruction, même au niveau du contrôle câblé, sera aussi assez facile. Donc, dans ces machines, on utilisera plutôt du contrôle câblé, sachant que, bien sûr, le contrôle microprogrammé est beaucoup plus souple disons, on peut réutiliser le code, mais un contrôle câblé est un contrôle microprogrammé est beaucoup plus long que le contrôle câblé, puisque c'est un programme, il faut récupérer les instructions, il faut gérer des adresses des instructions, il faut un certain nombre de mécanismes pour séquencer aussi l'exécution des micro-instructions. Donc, c'est beaucoup plus long que le contrôle câblé. Donc, pour ce genre de machines, les machines RISC, les concepteurs ont opté pour le contrôle câblé pour encore augmenter les performances de ces machines. Et bien sûr, vu qu'on va avoir des machines avec des nombres d'instructions assez réduits, des formats assez réduits, la difficulté, étant donné qu'elle est déplacée vers les logiciels, on aura bien sûr des compilateurs spécialisés. On ne peut pas avoir un compilateur comme l'ancienne machine, par exemple, qui est standard et qui pourra fonctionner pour n'importe quel processeur, ou plutôt, lorsqu'on passe d'une génération de machine à une autre, on peut garder le même compilateur pour pouvoir fonctionner. Donc là, on serait obligé de travailler avec des compilateurs spécialisés. Donc la partie consacrée au pipeline, bien sûr, ce genre de machines, les machines RISC, travaillent forcément avec du pipeline. Du pipeline, c'est le fait de pouvoir exécuter plusieurs instructions en parallèle. Donc c'est de pouvoir instaurer un mécanisme de duplication des unités de traitement pour pouvoir récupérer plusieurs instructions et les traiter en parallèle pour encore augmenter les performances du processeur. Donc le but, bien sûr, c'est d'accélérer le temps moyen d'exécution d'un programme en augmentant le débit d'exécution des instructions en utilisant le principe du pipeline. Donc le principe, c'est que l'unité centrale, plutôt le processeur, ou l'unité de traitement, de contrôle et de traitement, sera décomposée en plusieurs étages qui exécutent une étape de l'instruction. Donc l'idée est que dans l'unité de traitement, on la décompose en plusieurs étages, plusieurs modules, et chaque module pourra prendre une partie de l'instruction pour l'exécuter. Et dans ce cas, lorsqu'on a plusieurs étages, on aura par exemple une instruction qui est en train de s'exécuter dans le premier étage, et dans le deuxième, on peut lire une nouvelle instruction. Et dans le troisième, on peut décoder. Dans le troisième, on peut exécuter une troisième. Et dans le dernier, par exemple, on est en train de ranger le résultat. Donc l'exécution de plusieurs instructions successives se chevauche dans le temps, bien sûr, comme une chaîne de montage de voitures. La chaîne, ou plutôt une usine de montage de voitures, on met plusieurs chaînes et chaque partie, on la met de la voiture, on la met sur une chaîne pour aboutir à la fin de l'ensemble des chaînes, d'avoir l'ensemble des composants pour pouvoir monter la voiture. Donc c'est exactement, on a utilisé exactement le même principe. On décompose, on prend les instructions, on les met, on les éparpille. Plutôt on prend une instruction, on l'éparpille sur plusieurs étages et chaque étage traite une partie de l'instruction. Donc on avait vu dans la leçon consacrée au processeur qu'on peut découper les instructions en plusieurs étapes. Une instruction peut être découpée sur une phase lecture, une phase décodage, une phase recherche opérande, une phase calcul et une phase rangement résultat par exemple. Et bien sûr, chaque phase sera sur un étage.
Donc, pour essayer d'illustrer sur un exemple le fonctionnement de ces différents étages, donc lorsque on procède à une exécution classique, donc on a dit que on pourrait avoir une instruction qui arrive ici. Si on veut découper l'exécution de cette instruction en plusieurs étages, on peut prévoir par exemple un étage pour la lecture d'instruction, un niveau pour le décodage, donc décodage et recherche d'opérandes, et un étage ici pour le calcul. Le calcul et un quatrième pour le rangement du résultat. Bien sûr ici, le fait de découper ces différentes étapes d'exécution d'une instruction en plusieurs étages, il va y avoir ici des résultats partiels au niveau de la sortie de chaque étage. Donc des résultats partiels ou aussi des paramètres, s'il y en a des paramètres. Donc sur les caractéristiques classiques, les étages sont bien sûr les étapes d'exécution d'une instruction, et sur l'architecture CISC, on n'a aucun parallélisme. C'est-à-dire que l'instruction, le processeur ne peut rien faire avant de récupérer l'instruction. Lorsqu'il récupère l'instruction, il procède, bien sûr, il procède d'abord à la lecture de l'instruction, la première étape. Après, il passe au décodage, calcul, après génération de résultats, au stockage du résultat. Et il ne peut rien faire, il ne peut pas exécuter notre instruction tant qu'il n'a pas terminé l'exécution de la première instruction. Donc, il n'y a aucun parallélisme. Donc, l'instruction 1 passe dans le premier étage, après il passe dans le deuxième étage, troisième. Donc, on a, dans les 4 étages, on a la même instruction. Donc, une instruction, elle est finie au bout de 4 tops d'horloge. Si on a 4 étages, bien sûr. Et on peut, bien sûr, commencer l'exécution de l'instruction, de la deuxième instruction, que lorsque celle-ci est exécutée, et le résultat de la première est terminé. Sur une architecture pipeline, eh bien sûr, l'idée est d'avoir, par exemple, si on a une architecture pipeline à 4 étages, donc au départ, il n'y aura rien dans les 4 étages, on récupère la première instruction, premier top d'horloge, deuxième top d'horloge, la première instruction va passer vers le deuxième étage, et le premier étage peut recevoir la deuxième instruction. Au troisième top d'horloge, l'instruction 1 peut passer au troisième étage, l'instruction 2 passera au deuxième étage, et le premier étage peut récupérer la troisième instruction. Au quatrième top d'horloge, l'instruction 1 passera au dernier étage, l'instruction 2 passera au troisième étage, l'instruction 3 passera au deuxième étage, et il peut récupérer l'instruction numéro 4. Donc, chaque instruction met 4 tops d'horloge pour être exécutée, mais en 4 tops d'horloge, on pourrait exécuter 4 instructions qui seront terminées. Bien sûr, en fonctionnement normal, pas au démarrage. Au démarrage, il va falloir charger les étages, c'est tout à fait normal. Et bien sûr, on pourrait avoir, avec une machine avec 4 étages, un débit d'une instruction par cycle, sachant que chaque instruction nécessite 4 cycles d'horloge pour être exécutée. Plutôt, on doit passer par les 4 étages. Donc, les étapes de base, bien sûr, d'une instruction arithmétique et logique seront, bien sûr, la lecture d'instructions qu'on va dénommer LI, le décodage avec DE, le calcul dans l'unité arithmétique et logique et l'enregistrement du résultat dans un registre, par exemple, ou une mémoire. Donc, pour pouvoir schématiser ça, on pourrait dire, par exemple, on a les 4 étages ici, lecture, instruction, décodage, calcul et rangement résultat. Donc pour l'instruction I, elle sera bien sûr chargée ici à ce niveau. L'instruction I plus 1, elle sera chargée à ce niveau. I plus 2 à ce niveau-là. I plus 3 à ce niveau-là. Et à partir du quatrième top d'horloge, on voit bien qu'on a 4 instructions qui sont en train d'être exécutées en parallèle. Et bien sûr, une fois celle-ci terminée, on récupère l'instruction I plus 4. Ici, I plus 5, I plus 6, et ainsi de suite. Donc à partir du quatrième top d'horloge, hop, on a le système qui travaille à plein rendement, un cycle par instruction. Donc admettons par exemple sur une architecture classique qui n'a pas de pipeline, on a une série d'instructions, l'instruction I, qui nécessite un certain nombre de cycles d'horloge pour chaque étape, une instruction I plus 1,
et une instruction I plus 2. Donc, elle totalise 660 nanosecondes, par exemple, pour exécuter 3 instructions dans une architecture pipelinée. Donc, on a dit que, bien sûr, le temps est le même dans chaque étage et on a des instructions qui ont le même temps d'exécution. Donc, le problème d'avoir des temps variables d'une instruction à une autre ou plutôt par étage, cette difficulté sera surmontée. Admettons qu'on a ici 60 nanosecondes par étage pour pouvoir effectuer l'opération propre à cet étage. Donc l'instruction I, par exemple, sera chargée ici, I plus 1 à ce niveau-là, et I plus 2 ici. Donc pour prendre 3 instructions de la même façon que ce qu'on a dans l'architecture non pipelinée, ici, on voit qu'on n'arrive qu'à 360 nanosecondes au lieu de 660, qui est le cas pour une machine non pipelinée. Donc on voit quand même qu'on gagne presque 50% du temps. Avec 3 machines ici, avec plutôt 3 étages, mais plus on augmente le nombre d'étages, plus, bien sûr, on gagnera du temps. Donc, prenons aussi un exemple de pipeline. Prenons les instructions add D0, D1 du processeur 68000 et qui sera suivi par l'exécution de add D2, D3. Donc, add D0, D1 additionne le D0 à D1 et met le résultat dans D1, et add D2, D3 prend le contenu de D2, il l'ajoute au D3, il met le résultat dans D3. Donc on a les 4 étages, plutôt les 4 opérations, lecture, instruction, décodage, calcul et enregistrement résultat. Donc ici, lors du départ, le premier top, bien sûr, ça sera le chargement de l'instruction, la première instruction, add D0, D1. Donc ici, sera récupérée dans le registre instruction, l'instruction, et elle va être décodée. Donc après le deuxième top, on retrouvera dans l'instruction dans le deuxième étage qui est associé au décodage, et on va récupérer le contenu de D1 et de D2. Donc l'opération à ce niveau-là sera décodée. Il saura qu'il s'agit d'une addition et il s'agit de 2 registres D1 et D0 et D1 à additionner. Donc les valeurs seront récupérées et bien sûr à ce niveau-là, étant donné que la première instruction passe au deuxième étage, la première sera chargée. Donc c'est add D2, D3 sera chargé dans le premier étage. Au troisième top d'horloge, on aura dans l'étage calcul, au niveau de l'ALU, étant donné qu'on avait récupéré auparavant le contenu des 2 registres D0 et D1, donc on aura 10 plus 8, et on aura dans l'accumulateur 18. Et dans le deuxième étage, on aura l'instruction add D2, D3 qui va être décodée. Et les registres D2 et D3 seront récupérés à ce niveau-là. Donc on récupère la valeur 6 de D2 et la valeur 3 de D1. Au quatrième top d'horloge, on aura bien sûr arrangé le résultat qui est de la première instruction dans D1, qui est D0 plus D1. Donc on mettra 18 dans D1. Et bien sûr, dans le troisième étage, il y aura le calcul de D2 plus D3. Donc on aura dans le troisième étage, 6 plus 3, ça fait 9, qui sera prête à être rangée dans le registre D3. Et au cinquième top d'horloge, bien sûr, on rangera le résultat dans D3, on trouvera 9 après l'exécution de cette instruction, qui est la somme de D2 et D3, qui était 6 plus 3. Donc, bien sûr, cette technique nous permet d'améliorer énormément les performances de nos machines. Seulement, il y a un problème dans le cas où il y a un branchement. Étant donné qu'un branchement, il pourrait être conditionnel comme il pourrait être inconditionnel, on ne peut pas savoir, quand il y a une boucle, on ne peut pas savoir, lors de l'exécution d'une instruction de branchement, est-ce qu'on a terminé l'ensemble des itérations ou pas? Parce que lorsqu'on termine, le nombre d'itérations sort, lorsqu'on n'a pas encore terminé, on doit boucler, on doit revenir pour faire encore le traitement de la boucle. Donc les problèmes d'instruction qui suivent l'instruction de branchement ne doivent pas être exécutés, mais
sont pourtant dans le pipeline. Parce que si on a une architecture pipeline et on ne prend pas de précaution, il va prendre l'instruction qui suit. Alors que si, bien sûr, l'instruction qui suit doit être l'instruction qui a l'adresse de branchement, le problème sera posé. Dans ce cas, on procède à des suspensions du pipeline, dans le cas où on a un branchement. Donc, on peut prendre un exemple. Ici, lorsqu'on a un branchement, on va lire par exemple l'instruction qui contient un branchement, une instruction de branchement. Lorsqu'on est en train de décoder cette instruction, bien sûr, l'unité de contrôle va récupérer l'instruction qui suit. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas savoir si c'est une instruction, s'il va continuer à l'instruction qui suit le branchement ou il doit brancher. Bien sûr, à la fin, l'instruction de branchement, on ne sait qu'il s'agit d'un saut qu'à la fin de l'exécution de l'instruction de branchement. Donc, il ne faut pas, bien sûr, exécuter les instructions qui suivent l'instruction de branchement. Il faut suspendre l'exécution jusqu'à ce que l'adresse de branchement soit connue. C'est-à-dire qu'il faut attendre jusqu'à ce qu'on atteint l'étage de rangement résultant. Donc à ce niveau-là, bien sûr, lorsqu'on lit l'instruction, il va falloir faire une suspension ici de l'exécution de l'instruction I plus 1 et I plus 2. Donc à la fin de l'étage ER du branchement, bien sûr, on connaît l'adresse de branchement et le PC sera alors modifié et l'exécution peut reprendre. Et dans ce cas, bien sûr, la suspension devra durer ici 2 tops d'horloge. Donc, plutôt, on va perdre même ici, puisqu'il y a eu un chargement, donc on va perdre 3 tops d'horloge. Donc, la solution, c'est d'avoir des branchements avec délai. C'est-à-dire qu'on exécute toujours l'instruction qui suit le branchement. Et pour, bien sûr, les branchements conditionnels, dans le cas où il y a des branchements conditionnels, on utilise en plus des techniques de prédiction de branchement plus des annulations d'exécution partielle. Donc les branchements avec délai consistent bien sûr ici à insérer des suspensions. Donc on récupère toujours l'instruction qui suit et bien sûr ici on insère des suspensions dans l'instruction I plus 2 jusqu'à ce que l'exécution ici de l'instruction en cours du branchement se termine. Et bien sûr, après le décodage du branche, on sait qu'il faut suspendre l'instruction I plus 2, pas d'étape de lecture inutile dans ce cas. Puisque lorsqu'on décode l'instruction, on sait si on doit continuer, après le décodage, on sait si on doit continuer, on doit brancher. Dans le cas où on va continuer, dans ce cas, on prend directement celle-là. Par contre, dans le cas où on va brancher, il y a un branchement. Bien sûr, la suspension se fait à ce niveau-là et l'exécution de l'instruction vers laquelle on va brancher ne commence que après la fin de l'exécution de l'instruction en cours, qui est le branchement. Donc le branchement avec délai, c'est le cas des branchements conditionnels. On sait dans l'étage de décodage du branche si le branchement doit être pris ou pas. Et dans ce cas, on le fait avec le délai. On peut éviter l'étape de lecture de l'instruction I plus 2, bien sûr, puisqu'on suspend à ce niveau-là l'instruction I plus 2. Donc si, dans le cas où c'est pris. Dans le cas où le branchement n'est pas pris, on exécute directement ici l'instruction I plus 2. Donc pour l'optimisation du code, bien sûr, le problème est comment garder la même sémantique au niveau du programme. Et bien sûr, le compilateur, dans ce cas, la difficulté sera transcrite vers le compilateur. C'est lui qui va choisir l'instruction à mettre derrière le branchement qui lui permettra de réorganiser du code ou d'insérer des NOP. Bon, pourquoi tant de mal? Justement, pour améliorer les performances de cette machine, bon, surtout pour les branchements, avec ces méthodes d'insérer des délais et des prédictions. Pourquoi? Parce que les instructions de branchement représentent 20 à 30% des instructions du programme. Donc, dépenser un peu plus de temps pour pouvoir surmonter cette difficulté vaut le coup quand même, parce que
c'est un nombre assez colossal, 30% du temps quand même des instructions, ou plutôt les instructions de branchement consomment 30% du temps d'exécution dans un programme. Ça vaut quand même la peine de dépenser un peu plus de temps pour pouvoir améliorer la récupération de ces instructions. Donc un branchement conditionnel pris bien sûr dans 53% des cas. Donc on a quand même une proportion pour savoir la proportion des branchements pris et branchements non pris lors de l'exécution des programmes. Et bien sûr, un branchement pris, il se fait lors de la lecture d'une instruction qui peut ne pas être dans la file des instructions, ni dans le cache d'instructions, ni dans la mémoire centrale, bien sûr. Bien sûr, un branchement pris aussi pourrait nécessiter un accès disque ou mémoire centrale qui est très coûteux par rapport à l'accès, bien sûr, à une instruction qui est dans le bloc qui est réservé au prefetch des instructions, ou même le cache interne, le cache instruction. Ainsi s'achève notre 24e leçon. Pour toute information ou complément d'information, vous pouvez vous connecter au site Netuno et cliquer sur MetNetU. Et merci de votre attention.